Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lionel Zinsou, économiste franco-béninois et ancien Premier ministre du Bénin. D'abord, je vous confirme que le prochain enregistrement en public aura lieu le dimanche 16 juin à la mairie du 9e arrondissement. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site et, comme je vous l'ai annoncé, nous retrouverons le théâtre de l'école alsacienne à la rentrée. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui se demande si la France vit ou non à l'heure chinoise. Augmentation de l'apprentissage du chinois, opinion favorable à l'égard de la Chine mesurée par les instituts de sondage, développement des restaurants chinois, succès des librairies chinoises. Il s'agit, selon Manon Polic, de l'appropriation d'une culture dépouillée de toute idéologie promue par le parti unique et par sa diplomatie culturelle. Vincent Martini s'intéresse dans ce numéro à la communauté chinoise de la Réunion. Grassley évoque les préjugés défavorables aux Asiatiques dans notre pays. Et Claude Meyer, un bien joli patronyme, mais sans rapport avec le mien, sinon de homophonie, fait le point sur les investissements chinois dans l'Hexagone. Vous savez aussi que nous sommes soutenus par nos souscripteurs. Vous savez que nous sommes autorisés maintenant à recevoir des dons défiscalisés à hauteur de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises. Tout est écrit sous l'onglet « Soutenez-nous » sur notre site et nous allons remercier certains de ceux qui contribuent à notre indépendance et à notre financement. Pour ce qui me concerne, je remercie Thomas Bourgeois, Cyril Dumont, Armel Burceau, Vincent Lemarchand et Antoine Cros. Lionel Zinsou. Eh bien, je remercie Vincent Denis, Jacques Lavergne, Sébastien Way, Bertrand Debray et Grégoire Bell. Jean-Louis Bourlange. Eh bien, moi, je remercie Sofiane Benbrahim, Émile Facon, Adrien Moreau, Paul Cléchet et Alexandre Degnaud. Nicole Niesotto. Mes remerciements à Bruno Fellier, Emmanuel Lévy-Clautz, Agnès Gallier, Pierre Gallier et Pascal Girard. Marc-Olivier Padis. J'adresse tous mes remerciements à Nadine Grimaud, Paul Blickers, Alain Elouze, Pascal Lonjani et Anne Pasteur. Merci à elles et à eux. Et nous allons maintenant nous intéresser aux élections européennes. Nous commençons par nous y intéresser en Europe. La participation à ces élections a progressé dans 20 des 28 pays de l'Union européenne, de 8 points en France, passant de 42,6 à 51. Les pays membres de l'Union où le vote a le plus progressé sont la Pologne et la Hongrie, où la participation a presque doublé, l'Autriche, la République tchèque et la Slovaquie, où elle a augmenté de 10 à 14%, et dans les pays baissiers, l'Irlande, l'Italie, la Belgique, la Grèce et le Portugal, la différence de participation avec 2014 n'est jamais supérieure à 3%. C'est en Irlande qu'elle atteint ce chiffre. Dans plusieurs pays, la progression de l'extrême droite est notable. En Italie, la Ligue de Matteo Salvini est arrivée en tête avec 34,27% des suffrages contre 6,15% en 2014. En Belgique, le score du Vlaams Belang passe de 5,60 à 11,45%. En Espagne, Vox, formation créée il y a 6 ans, a presque quadruplé son score, passant de 1,57 en 2014 à 6,2. Mais dans plusieurs autres pays, les résultats des partis d'extrême droite stagnent ou évoluent de façon moins spectaculaire, comme en Allemagne, où Alternative pour l'Allemagne a obtenu un score en dessous de ses résultats aux législatives de 2017, 12,6%. L'Autriche, éclaboussée par un scandale quelques jours avant le scrutin, a perdu un élu pour le parti autrichien.
En Grande-Bretagne, où le taux de participation a été à la fois faible et en hausse, malgré le succès du Brexit Party de Nigel Farage, le total des voix obtenues par les formations favorables à un second référendum lui est supérieur, 39% contre 33,7% pour les deux partis brexiteurs. Le duopole gauche-droite qui faisait la loi au Parlement depuis la première élection en 1979 a cessé d'être. Les conservateurs du PPE, le Parti populaire européen, remportent 180 sièges, soit 41 de moins qu'il y a 5 ans. Les sociodémocrates comptent 146 sièges, soit 45 de moins qu'à la précédente élection. 3 formations eurosceptiques s'imposent dans le paysage. L'Europe des nations et des libertés, de Marine Le Pen et Matteo Salvini. Les conservateurs et réformistes européens, dominés notamment par des élus polonais, les Britanniques de Nigel Farage et le mouvement 5 étoiles. Ils obtiennent au total 171 sièges et constituent la deuxième force du Parlement. Les Verts et l'ALE obtiennent 69 sièges, soit 19 de plus qu'en 2014. Quant à l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, elle remporte 109 sièges contre 67 auparavant. Les partis politiques nationaux doivent reconfirmer leur appartenance aux différentes formations pan-européennes dans le courant de juin, avant la première session du Parlement le 2 juillet. Les chefs d'État proposeront un nom pour la présidence de la Commission au Conseil du 20 au 21 juin. Il sera soumis au vote du Parlement européen entre le 15 et le 18 juillet sur cette question. Nicole Nisotto. Donc, ce qu'il y a de bien et d'agréable cette fois avec les élections européennes, c'est que la surprise n'est pas là où on l'attendait. On attendait une vague abstentionniste, on a une vague participative, puisque la moyenne de participation est de 51% aujourd'hui contre 42% aux précédentes élections européennes de 2014. Et on attendait une vague eurosceptique et on a eu une vague verte dans toute l'Europe et en particulier en France. Alors, c'est une bonne chose. Moi, je reconnais, je fais mea culpa. J'avais été très pessimiste sur la montée des mouvements populistes en Europe, donc je me félicite d'avoir perdu un certain nombre de paris avec mes camarades, mais on peut tirer un certain nombre de leçons de cette élection. Premièrement, Philippe Meyer, vous l'avez dit, c'est la fin du bipartisme au Parlement européen. Pratiquement dans tous les États membres, on avait vu une explosion du bipartisme traditionnel droite-gauche dans les élections législatives. Aujourd'hui, on voit cet éclatement au Parlement européen. On avait un entre-soi entre le PPE à droite et et les socialistes de SED à gauche, qui se partageaient le pouvoir depuis 2004. Aujourd'hui, c'est terminé. Ensemble, ils n'ont plus la majorité. La majorité est de 376 voix. Au Parlement, ils ont à peine 329. Donc, on va passer à quelque chose de tout à fait nouveau, qui est une vraie révolution dans le fonctionnement du Parlement européen. C'est un jeu à 4, la gauche, la droite, le centre et les verts. Et donc, on va passer à, non pas des ententes entre amis qui se partagent le pouvoir, comme c'était le cas de la présidence, d'ailleurs 2 ans et demi la droite, 2 ans et demi la gauche, mais à des coalitions, à un pouvoir de coalition, peut-être sur une plateforme de gouvernement, un peu à l'allemande, sur lequel il faudra que les 4 partis, ou au moins 3 des 4, arrivent à s'entendre. Alors, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ces coalitions obligatoires. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que ce sera le bazar, ou est-ce que ce sera un surcroît de démocratie? Faire des coalitions, c'est toujours très bien, ça oblige à des compromis, mais ça entraîne énormément de rigueur. C'est-à-dire, une fois qu'on a un compromis, un peu à l'allemande, encore une fois, c'est très difficile de faire bouger les lignes, parce que sinon on risque de faire éclater la coalition. Mais ça, je crois que c'est la révolution politique la plus importante, le changement du fonctionnement du Parlement européen. Deuxième leçon, les vrais vainqueurs. Les vrais vainqueurs sont évidemment les partis du centre, à LDE, dans lequel va se trouver la République en marche d'Emmanuel Macron, et qui aura d'ailleurs le plus gros contingent au sein et Modem, pardon, Jean-Louis, et qui auront le plus gros contingent au cœur de ce parti, et bien sûr les Greens, les Verts européens. Alors, ça, c'est important aussi, d'une part, parce que c'est eux qui vont faire la politique, c'est eux qui sont les grands vainqueurs, puisque c'est de leur alliance ou pas que dépendront l'adoption des différentes propositions. Donc, ils tiennent en otage, en quelque sorte, les décisions du Parlement. Et surtout, c'est très important parce qu'ils peuvent pousser à des politiques différentes que des politiques traditionnellement libérales et peu sociales qu'on a vues depuis au moins 2 décennies. Sans doute, de toute façon, des politiques qui mettront beaucoup plus l'accent, évidemment, sur l'écologie,
l'écologie, mais pas simplement l'écologie au sens protection de la nature, mais tout un mode de développement plus durable, plus écologique, y compris dans la politique agricole commune. Il faudra voir comment les Français s'y retrouvent. Et sans doute aussi une politique plus sociale, ou en tout cas plus redistributive des richesses accumulées. Donc je crois qu'au niveau de l'inflexion du contenu, ça sera aussi notable. Moi, j'ai une petite inquiétude en fonction de mes sujets de prédilection. Je ne suis pas sûre, en revanche, que les thèmes de la défense européenne rencontrent un très grand succès auprès notamment des Verts. Et en particulier, j'ai quelques inquiétudes pour les votes de 20 milliards d'euros prévus pour les industries de défense dans la précédente mandature. Troisième leçon, les partis populistes souverainistes sont contenus. Alors, Philippe l'a dit, ils augmentent, ils sont très forts dans certains pays, l'Italie 34%, la Hongrie 52%, même en France presque 25%. Donc, ils se confortent dans certains pays, mais ils baissent en Allemagne, ils baissent en Autriche, ils baissent aux Pays-Bas, curieusement, en faveur des travaillistes. Et donc, ça n'est pas le raz-de-marée que l'on avait craint. Ils ont, cela dit, tous ensemble, s'ils arrivaient à faire un groupe uni, le 171 députés, ce qui est quand même une minorité qui peut faire du bruit très importante. La question est-ce qu'ils peuvent s'unir? Est-ce qu'ils peuvent effectivement sortir des trois groupes dans lesquels ils sont depuis la précédente mandature et former un groupe uni, comme l'est le PPE, ou en tout cas avec des consignes de vote unitaires, ou pas? La plupart des analystes pensent que non, parce que le propre d'un nationaliste, c'est qu'il reste nationaliste et qu'il a du mal à devenir internationaliste. Moi, je pense que ça n'est pas du tout exclu. On a vu en Italie le mariage de la carpe et du lapin pour avoir le pouvoir entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Et je crois que l'attrait du pouvoir, la possibilité d'avoir une vraie force d'opposition au Parlement européen pourrait les amener à s'unir beaucoup plus qu'on ne le penserait. En tout cas, sur certaines coalitions, sur certains sujets, ils peuvent non seulement s'unir, mais aller débaucher certains du PPE, et en partie tous les populistes hongrois du Fidesz, qui sont membres du PPE, et ça ferait quand même une trentaine de députés qu'ils pourraient débaucher en leur faveur. Donc je crois que, évidemment, ils n'auront jamais la majorité, mais ils peuvent être, dans cette mandature, beaucoup plus nuisibles qu'ils ne l'ont été. Et mon dernier point à ce stade, dans les conclusions, le dernier point qu'il faut retenir de cette élection, c'est la recomposition des puissances, la recomposition des pouvoirs par pays. Jusqu'à maintenant, dans la précédente mandature, on avait une Allemagne prépondérante à tous les niveaux, au Parlement européen parce qu'elle avait d'abord le plus gros contingent et parce qu'au sein du PPE, la CDU-CSU avait le plus gros contingent, ce qui lui donnait le nombre de présidences de commissions importantes. Elle a le secrétariat général du Conseil, elle a le secrétariat général de la Commission, et donc on avait une Allemagne qui tenait la machine, plus l'influence politique de Madame Merkel. Aujourd'hui, on a quand même une Allemagne, les élections ont affaibli très profondément la CDU-CSU, et donc non seulement Madame Merkel, mais sa successrice, je suppose. Son successeur. Pierre Larousse dit que successeur est ennemi. Son successeur, Madame Akaka, et donc on peut supposer que des recompositions de puissance ou en tout cas d'influence vont se faire entre les États membres au Conseil européen. Au dîner qui a tout de suite suivi les élections le mardi 28, les chefs d'État et de gouvernement ont réussi une chose, c'est à évacuer le candidat allemand, le Spitzenkandidat pour la présidence de la Commission. Donc l'Allemagne n'aura pas la présidence de la Commission, ce qui me paraît quand même tout à fait normal. Et donc, on voit poindre un autre groupe, et même bien sûr la France, qui redevient, comme par miracle, un grand leader européen, mais l'Espagne, Pedro Sanchez, qui a obtenu un score extraordinaire, seul socialiste à obtenir un score important dans un grand pays. On peut voir une recomposition avec une Europe toujours divisée en deux. D'un côté, la France, l'Espagne, l'Allemagne, de l'autre côté, l'Italie et la Hongrie, donc Macron, Merkel, Sanchez contre Orban, Salvini, mais avec quand même un affaiblissement très fort de l'Allemagne et donc une montée en puissance plutôt des pays du Sud. Marc-Olivier Padis.
Oui, je reviendrai sur ce dernier point soulevé par Nicole, mais auparavant, quelques remarques, je dirais plutôt complémentaires sur les grands mouvements qui ont marqué cette élection. Premièrement, sur la poussée verte, cela appelle une réflexion un peu générationnelle. C'est intéressant de remarquer, d'abord, il y a quelque chose d'un peu géographique, c'est quand même plutôt l'Europe du Nord qui est verte, alors que, bon, Espagne, Portugal, c'est les socialistes qui sont en tête, et puis en Grèce, même si Syriza a fait une contre-performance, il reste quand même assez important, mais les verts au sud de l'Europe ne sont pas très présents. En Italie, ils sont pratiquement imperceptibles. Mais remarque générationnelle, parce qu'en Allemagne, les moins de 30 ans ont voté à 33% pour les Verts. Donc, ce qui est très largement au-dessus de le score, qui est autour de 20%. Et même en France, les primo-votants français, les jeunes Français qui votaient pour la première fois, ont voté beaucoup plus fortement pour les Verts que pour les autres partis. Les primo-votants français ont voté à 23% pour les Verts. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, à l'échelle globale de l'Europe, c'est que le populisme de gauche n'est pas une stratégie gagnante. On sait que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise avaient essayé de théoriser l'idée d'un populisme de gauche, c'est-à-dire une capacité pour un parti de gauche de récupérer la colère exprimée notamment par les milieux populaires à gauche, d'où la cour que Jean-Luc Mélenchon a fait auprès des Gilets jaunes en partie, et ça ne marche pas du tout à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en Espagne, par exemple, Podemos a complètement reculé au profit finalement d'un parti socialiste assez classique, même si Sanchez le renouvelle. 5 étoiles est complètement dévoré par la Ligue en Italie. Syriza en Grèce est devenu plutôt un parti de gouvernement, au moins son chef est devenu un responsable de gouvernement. En Allemagne, il y avait une tentative d'un nouveau parti qui était issu de Die Linke, c'est-à-dire les ex-communistes, pour récupérer les électeurs d'AfD, qui s'appelait Aufstehen, se lever, qui a complètement disparu déjà en moins d'un an. Et la France insoumise ne réussit pas du tout son pari de, spéculer et récupérer une sorte de colère exprimée par les Gilets jaunes. Je ne peux pas m'empêcher, en passage, de noter le score d'un des porte-parole autoproclamé des Gilets jaunes, Christophe Chalençon, qu'on a vu sur absolument toutes les chaînes d'infos en continu depuis plus de 6 mois, et qui réalise un score de 2120 voix sur un peu plus de 20 millions de votants, ce qui fait que le CSA devrait calculer par rapport à son temps de parole. Je trouve que c'est assez spectaculaire et ça vaut d'être noté. Je peux ouvrir une parenthèse à ce sujet. Je pense que les chaînes télévisées d'information en continu sont devenues un sujet, probablement d'ailleurs dont il faudra qu'on s'empare ici. Fin de la parenthèse. Alors sur le dernier point, si on réfléchit en termes de capacité d'influence, effectivement, le recul relatif du PPE, c'est-à-dire le Parti conservateur, signifie effectivement, comme l'a dit Nicole, un recul relatif de l'Allemagne, puisque la CDU-CSU était dominante au sein du PPE et que le PPE était dominant au sein du Parlement européen. Et en outre, il faut se souvenir que, disons, l'Allemagne a toujours voulu favoriser dans la construction européenne le Parlement, parce que ça correspond à sa culture parlementaire, là où les Français sont moins à l'aise dans l'exercice. Alors, effectivement, l'Allemagne va être moins en position de force parce que Angela Merkel est en fin de mandat, parce qu'ils avaient choisi pour la tête de PPE une espèce de tête de file qui n'est pas Manfred Weber, qui n'est pas quelqu'un qui a un poids politique très fort. Même en Allemagne, il est pratiquement inconnu. Alors, ça ne signifie pas pour autant que la France va pouvoir revenir très fortement dans le jeu, même si, bien sûr, le président français est très mobilisé là-dessus. Parce que l'influence française se trouve dans une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on est faible dans les grands groupes, c'est-à-dire PPE, l'échec des Républicains fait que la délégation française au sein des conservateurs européens va être très faible, et on est aussi très faible au sein du groupe, qui est quand même le deuxième groupe, le groupe social-démocrate, puisque le score de Glucksmann, en sauvant l'essentiel, reste quand même très faible.
Restons sur l'Europe. Oui, on y reviendra. Mais on est aussi... en revanche, la délégation française est forte dans les groupes faibles, c'est-à-dire chez les Verts et chez les sociaux-libéraux du centre. Alors, ce qui est difficile à dire, c'est d'en dire plus sur ces groupes parlementaires, parce que moi, je fais le pari que le périmètre de ces groupes va changer. Bon, les Verts, ça c'est assez clair, on voit qui va être chez les Verts, chez les sociaux-démocrates aussi. Mais bon, d'abord, le groupe central social-libéral, on ne sait pas exactement qui va y aller. Donc ça, c'est pas complètement stabilisé. Et puis surtout, le groupe conservateur, c'est pas bien clair. C'est-à-dire que, notamment, les Verts ont laissé entendre qu'ils n'accepteraient une coalition avec le PPE qu'à condition que le PPE chasse Orban. Et comme Orban a beaucoup de députés, ça va être très coûteux pour le PPE de se couper des députés hongrois. Et donc, je ne pense pas que les périmètres des groupes restent stables. Lionel Zinsou. Oui, moi je suis très frappé par le fait qu'on contestait beaucoup le sentiment pro-européen et on avait dit ici que, en fin de compte, ces derniers mois, on avait vu se renforcer dans les opinions publiques, ce qui était vraiment contre-intuitif par rapport à tous les discours politiques qu'on entendait, se renforcer ce sentiment pro-européen. Je me rappelle qu'on avait cité l'Eurobaromètre et constaté qu'on était à des records historiques. Il y avait une réunion des think tanks européens à l'automne, qui faisait ce constat. Puis on avait beaucoup de mal à trouver ça un peu dans la société politique. Là, on en a quand même une mesure par la participation. Et pour certains pays dont on aurait pu penser qu'ils ont été traumatisés par la crise, que les contraintes imposées par Bruxelles, et l'Espagne est un bon exemple, de revenir à l'orthodoxie, de faire une politique d'austérité, de baisser les salaires, etc., tout ça aurait cassé la confiance dans l'Europe. Et c'est vrai qu'à certains égards, la Grèce est un exemple où il y a eu là un recul du sentiment pro-européen. Peut-être les remèdes, les thérapeutiques utilisés ont été d'une violence très excessive. Mais s'agissant de l'Espagne, qui a également connu, franchement, une thérapie de choc, on a 83% d'adhésion au projet européen et c'est traduit par le succès de tous les partis pro-européens. Il y a également un certain nombre de pays qui semblent reconnaissants dans leur vote à ce que l'Europe a fait dans la gestion de la crise des 10 dernières années. C'est-à-dire l'Irlande, qui aurait été un pays naufragé sans une intervention lourde de l'Europe, a manifesté un sentiment pro-européen qu'on voit d'ailleurs dans la question du Brexit et la résistance contre le Brexit s'affirmer. Le Portugal, qui est en pleine restauration, qui est impressionnant de croissance et de relèvement et qui était tombé extrêmement bas, au fond, tous, d'une certaine manière, valident dans l'opinion publique ce qu'a été le rôle de l'Union européenne, le rôle de l'euro en matière, au fond, de redressement pour sortir de la crise. Là encore, la Grèce est un peu une exception, même si la défaite de Syriza n'est quand même pas considérable. C'est vrai qu'il y a une surprise de la nouvelle démocratie, 5 points de plus que Syriza. De toute façon, il y avait des élections prévues, elles ont été légèrement anticipées. Il n'est quand même pas du tout exclu que Syriza se succède à soi-même à l'automne. Donc, même la Grèce, qui est un exemple un peu extrême, a à bien des égards des performances qui sont maintenant restituées. Donc, moi, je suis frappé par le fait qu'il y a désormais quand même une espèce de vérité par le suffrage de ce qu'on mesurait par le sondage et qui était une véritable force, comme si le Brexit avait renforcé pour les 27 la volonté de l'Europe. La deuxième chose qui me frappe, ce sont des élections au Parlement européen, mais qui ont toutes des conséquences intérieures considérables. Le regain de la social-démocratie dans certains pays change la donne. En Italie, le fait que le mouvement 5 étoiles soit 5 points derrière le parti démocrate de Nicola Zingaretti montre que quand des sociodémocrates
changent de chef. Pedro Sanchez en Espagne, Zingaretti en Italie, qu'il y a un renouveau générationnel, il y a un changement assez significatif quand même sur la scène politique. Aujourd'hui, par ailleurs, le renouveau en Italie du Parti démocrate, c'est d'atteindre 3 fois le score de Forza Italia. Donc il y a des partis qui relèvent la tête, d'autres, Forza Italia comme les Républicains en France, qui au contraire s'effondrent. Donc il va y avoir des conséquences intérieures très importantes. Le gouvernement italien est probablement à la veille d'une crise intense, et il va y avoir forcément une recomposition du pouvoir à partir de ces élections. Donc ces élections transnationales à signification nationale extrêmement forte. Aux Pays-Bas, le fait que les travaillistes, contre toute attente, soient passés devant les forces anti-européennes, le fait que le parti de Mark Rutte s'en soit tiré convenablement, veut dire que probablement on ne va pas vers l'évolution qu'on attendait dans les élections prochaines aux Pays-Bas. Donc ce sont des élections qui ont des conséquences nationales très importantes. Sur l'évolution du progressisme en France, également, avec l'effondrement du populisme de gauche qu'évoquait Marc-Olivier à l'instant, avec le fait que le Front National est un peu en dessous de son score d'il y a 5 ans, on voit bien que le macronisme va devoir probablement évoluer, devenir de plus en plus vert, et il était très significatif que Pascal Canfin fut le deuxième sur la liste, et donc il va y avoir forcément une façon de se ressourcer de la République en marche et des alliances à venir qui vont probablement changer. Donc dans tous les grands pays, il y a des conséquences intérieures fortes. Sur l'Espagne, je reprends juste cela, oui, c'est vrai que Vox, comme disait Philippe, a quadruplé son score. Enfin, Vox n'existait pas, il a quadruplé à 6%. Il a surtout, entre les élections législatives intérieures et les élections européennes, régressé de 10 à 6%. Donc, il y a des conséquences de politique intérieure de ces élections qui avaient chaque fois des enjeux nationaux très forts et pas seulement des enjeux européens. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je crois que la première leçon de ce scrutin, c'est quand même une formidable européanisation du scrutin lui-même, de ses enjeux, de ses résultats, et un progrès qui n'est pas massif peut-être, mais qui s'inscrit dans une longue durée depuis à peu près, en tout cas 2015, c'est-à-dire le virage de Tsipras sur la question de l'euro. On voit bien que le bloc européen, qui a été extrêmement malmené pratiquement depuis 1995 jusqu'à la crise économique, qui en a été le paroxysme. On a eu la crise institutionnelle, on a eu la crise extérieure de l'Irak, et on a eu ensuite la crise économique qui a failli emporter véritablement l'édifice. Eh bien, depuis 2015, on voit bien que les forces européennes sont des forces qui résistent à un certain nombre de tensions, même si nous avons eu de grandes alarmes en France, notamment sous l'effet des Gilets jaunes qui ont très simplement mis en application leurs principes, leur slogan fondamental, « Suicidez-vous ». Ils se le sont appliqués à eux-mêmes et avec un succès indiscutable. Bon, mais là, il s'est passé quelque chose à mon avis, on le voit sur la participation. Tout le monde avait annoncé qu'elle serait mauvaise. Moi-même, d'ailleurs, j'étais très inquiet sur cette participation. Elle remonte partout, presque. Où elle baisse très peu, là où elle baisse. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif. Ça veut dire que les gens ont intériorisé la dimension européenne des choix politiques. Deuxièmement, les enjeux eux-mêmes ont été très largement européens. Les enjeux de sécurité, de migration, d'écologie ont été centraux et chacun a vécu ces enjeux comme relevant d'une logique européenne défaillante, souvent insuffisante, beaucoup de confusion, beaucoup de division, mais chacun convenait que c'était là que ça se passait. Ensuite, les résultats.
on voit bien que les partis qui ont marqué, alors les partis libéraux, démocrates, centristes d'un côté et les Verts de l'autre, sont les partis qui progressent. Ce sont des partis résolument européens les uns et les autres. Hein, les Verts, qu'ils soient allemands ou français, Jadot, c'était une corde tendue entre le parti de Duflot et l'amitié de Cohn-Bendit. Il a véritablement choisi plutôt l'amitié de Cohn-Bendit et il s'est plutôt accroché aux Verts allemands. Moi, Ali Free, l'autre jour, une députée verte allemande tout à fait remarquable d'ailleurs, est venue dire qu'elle combattait pour la démocratie libérale. C'est pas tout à fait le discours habituel qu'on entend chez les Verts français de tradition Duflot. Donc on voit bien là il y a un bloc qui s'est renforcé, alors que le parti PPE était incertain, divisé, avec la présence d'Orban, et les socialistes étaient également divisés, parce qu'il y avait la polarisation Gilets jaunes, la polarisation France insoumise, qui faisait qu'entre l'Europe et l'hostilité profonde à l'économie de marché, c'est-à-dire ce qu'ils appellent eux l'anticapitalisme, il y avait vraiment une tension, et cette tension, les électeurs ont dit non, c'est pas là qu'il faut aller, il faudra aller vers l'Europe. Donc on a quand même quelque chose de très nouveau, ce qui ne veut pas dire que les forces d'opposition à ce projet ne soient pas vigoureuses, ne soient pas importantes. Ça a toujours été le cas. Je rappelle que quand on a lancé l'Europe entre 50 et 51, entre la déclaration Schuman et le traité de Paris instituant la CECA, on avait une France qui était profondément divisée sur ce point. Les gaullistes, qui étaient à l'époque très anti-européens, ils ont beaucoup évolué depuis, et les communistes faisaient la majorité, et avaient plus de 50% des voix. Donc on était dans des tensions très fortes. L'Europe ne s'est jamais construite, contrairement à ce qu'on dit, sans tension. Eh bien là, on a cette tension, mais historiquement, il me semble que les gens qui disent que notre avenir se jouera sur la question européenne et non pas sur le refus de l'Europe ont plutôt marqué des points. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur l'équilibre des forces. Ce qui paraît, on les prend. Bon, le PPE était la droite. Je crois il y a 3 groupes de droite actuellement, d'extrême droite ou appelons-les souverainistes, populistes, extrémistes, j'en sais rien. En réalité, il me semble qu'il y a 2 sensibilités très différentes. Il y a une sensibilité hyper conservatrice, un peu vétéro-catholique, si je puis dire, incarnée par le PiS polonais, et puis d'autre part, il y a une droite vraiment qui côtoie le fascisme, avec Salvini, avec Marine Le Pen, avec Strache en Autriche. Ce sont 2 forces différentes. Au milieu, il y a Orban. Orban est évidemment plutôt traditionnaliste, mais en même temps, il confisque les libertés. Orban est, comme les autres, comme Salvini, etc., plutôt pro-russe. Salvini et Le Pen sont pro-russes et, pour Salvini, pro-chinois. Ce qui est quand même un peu embêtant. Le parti de l'étranger, il est là. Mais on sent bien que Orban va sans doute devoir quitter le PPE, mais va former un parti conservateur. C'est sans doute la stratégie du PPE aussi que d'avoir un parti conservateur, mais pas extrémiste, avec lequel on pourra causer, on pourra faire quelques compromis. Ça clarifierait les choses d'avoir Orban à l'extérieur, et le PiS polonais est prêt à accepter Orban parce que son philo-russisme n'est pas si prononcé que cela. En revanche, les Polonais ne peuvent pas accepter Salvini par hostilité, effectivement, de leur part aux Russes. Donc il me semble qu'on aurait 2 sensibilités. Du côté des Verts, on va avoir effectivement c'est une progression, mais ça reste quand même quelque chose de très très limité. Ce qui me frappe, c'est qu'on raisonne en France, et Macron a beaucoup joué là-dessus, ça l'a servi d'ailleurs. On raisonne en termes majoritaires, alors qu'on n'est pas du tout. On dit Macron a perdu les élections, il n'a rien perdu du tout. On va avoir à la fin, quand les Britanniques seront partis, on aura le même nombre de députés pour REM Renaissance que pour le Rassemblement national. On est dans des logiques proportionnelles, des logiques de partage des pouvoirs. On dit PiS a gagné contre les autres en Pologne. Pas du tout. C'est presque moitié-moitié. Donc on est dans des logiques de cet ordre. Mais la dernière chose que je voudrais dire, si vous me permettez, c'est le problème institutionnel des majorités. En réalité, nous sommes maintenant dans un système dual, avec le gouvernement au Conseil européen et
le Parlement, les citoyens au Parlement européen. Les majorités à chercher ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce qu'au Conseil européen, ce qui domine, c'est la règle dite du commun accord, c'est-à-dire de l'unanimité. Et ça oblige les partis à faire des concessions à la droite salviniste, à la droite orbaniste, parce que ils peuvent tout bloquer. Donc il y a un effort on regarde entre la droite et l'extrême droite. C'est d'ailleurs la ligne un peu du PPE et la ligne de Madame Merkel. Et puis, au Parlement, c'est tout à fait différent. On est dans des logiques majoritaires, et là, on voit bien que la majorité s'est orientée autour des libéraux-démocrates, avec la partie pro-européenne du PPE, les socialistes, les sociodémocrates qui sont quand même assez pro-européens, et les Verts qui ont fait un choix européen. Donc la difficulté pour le mercato, pour le choix le mercato, c'est-à-dire les grands postes européens, et d'abord le choix du président de la Commission, c'est de trouver un équilibre entre ces deux majorités, et je maintiens ce que j'ai toujours dit, comme Nicole d'ailleurs, on est d'accord là-dessus, je pense, comme sur beaucoup de choses, que le problème, le non-dit de cette campagne, ça a été le problème institutionnel, et que tant que les gouvernements au sein du Conseil européen continueraient à régler leurs problèmes à l'unanimité, on aurait une formidable force de blocage. Nicole Nisotto. Juste deux commentaires. D'abord sur la victoire du sentiment pro-européen. Sans aucun doute, comme disait Lionel, le suffrage a confirmé le sondage. Mais ça dépend de quelle Europe nous parlons. Le sentiment pro-européen, il est quand même allé sur des Verts, sur la remontée de la social-démocratie dans quelques pays, en particulier en Espagne, qui est un grand pays, aux Pays-Bas notamment. Et si on ajoute à cela la relativité de la faiblesse nouvelle de l'Allemagne et du PPE au sein du Parlement européen, ce qui s'est exprimé, c'est la volonté de construire l'Europe, mais différemment. Ça n'est pas la volonté de continuer la même Europe qu'avant. Et ça, il faudrait quand même que les chefs d'État et de gouvernement, y compris le nôtre, l'entendent. Ce qui s'est construit, c'est oui à l'Europe, mais une Europe, pas simplement l'Europe du marché ultralibéral tel que le voulaient les Allemands, avec les règles des 3%, 60% comme credo unique, mais une Europe plus verte et donc plus sociale et peut-être plus attentive aux jeunes. Et donc ça, je crois que c'est un changement important. Mais c'est la réforme, c'est pas la réforme, censure. c'est pas la... Nous voulons sortir. C'est pas la décapitation. C'est pas l'enjeu, c'est la dimension européenne qui a été perçue. Je suis d'accord avec vous, il y a plusieurs façons de vouloir faire l'Europe, mais le fait que la dimension européenne du choix politique est arrivée au centre des électeurs. Nicole Nisotto. Deuxième point, simplement sur le fait que malgré tout, cette Europe reste très divisée. Jean-Louis parlait de tensions, ce sont des vraies divisions, mais ça a toujours été le cas. Avant, on avait des divisions, des division traditionnelle entre l'Europe espace ou l'Europe puissance, ça c'était dans les années Giscard d'Estaing. Ensuite, on a eu l'Europe grand marché ou l'Europe politique. Et maintenant, on a l'Europe intégrée, plus ou moins, ou l'Europe des nations. Le nouveau clivage aujourd'hui, c'est celui-là, je trouve, en Europe, et il est extrêmement fort, avec quand même des leaders de l'Europe des nations qui vont au-delà de l'extrême droite et des populistes européens. Elle vise quand même un mot sur je crois, Rupnik relevait, je crois, le dimanche soir, il avait raison, qu'il n'y a pas d'unité de l'Europe centrale. Le triangle de Visegrad a éclaté. On voit bien que les Polonais sont très, très partagés. Moi, j'ai toujours pensé que la Pologne finirait par être récupérée par les grands choix européens. C'est pratiquement moitié-moitié, avec les jeunes et les villes qui sont très favorables au choix d'une Europe plus intégrée. Que, effectivement, Orban, c'est une citadelle, il l'a construite comme telle, et que la Tchéquie et la Slovaquie sont très éclatées. On a véritablement une mosaïque de ce côté-là. Lionel Zinsou. Une remarque et une question. La remarque, si vous me permettez, une remarque d'Africain. On n'a pas du tout parlé dans la campagne, dans la plupart des pays, de l'élargissement des politiques de proximité, du neighborhood de l'Europe, du rôle de l'Europe dans le développement, de l'Europe
par opposition aux économies continents, l'Inde, la Chine, ou de l'Europe par rapport à Trump. C'est curieux comme ça a été quand même une campagne sur des sujets qui ont été évoqués tout à l'heure par Jean-Louis, qui étaient sur des sujets de sécurité, de migration, de politique économique, mais au fond, l'Europe dans le monde est la première puissance du commerce international, est le premier bailleur de fonds du développement, et au fond, ça n'intéresse pas plus, dirait-on, que la politique étrangère dans les élections législatives nationales, en fait. Donc ça c'est un peu troublant. Est-ce que l'Europe est une puissance, est-ce qu'elle n'est pas une puissance? Est-ce qu'elle doit continuer de s'élargir? Il y a quand même des pays qui sont en attente, il y a dans les Balkans des gens qui sont en train de se préparer. Manifestement, ce n'est pas du tout d'actualité pour les opinions. Ça, c'est ma remarque, moi, savoir si vous la partagez. Et puis ma question, il y a quand même 4 présidences, donc ça va donner une petite impression de désordre et de tension, et on voit les postures qui s'annoncent. J'espère que ça ne va pas dissiper tout de suite la confiance recréée dans l'Europe, parce qu'il va falloir trouver, si j'ai bien compris, 4 présidents. Il va falloir trouver un président de Parlement, il va falloir trouver un président de Commission, il va falloir trouver un président de Conseil européen, et puis un président de la Banque centrale européenne. Parce que l'Italie ne va pas pouvoir se perpétuer à la tête, dans sa position d'aujourd'hui, de la Banque centrale européenne. Or, il est possible que, non soumise au suffrage, la fonction de président de la Banque centrale européenne soit peut-être la plus critique et peut-être la plus importante en termes de pouvoir à l'intérieur du système européen. Et ça, c'est une question pour les grands spécialistes, pour Nicole et Jean-Louis. Comment va se faire ce que vous avez appelé un mercato des présidences et des hautes fonctions, alors que nous avons désormais plus de majorité évidente et des coalitions d'acteurs à inventer? Nicole Lisoto. Je ne sais pas si j'ai la réponse, je ne l'ai sans doute pas, mais c'est pas exactement ça, les 4 postes. Les 4 postes, c'est président du Parlement, du Conseil, de la Commission et le haut représentant pour la politique étrangère. Oui, mais c'est le cinquième qui compte, c'est comme les mousquetaires. Mais d'un commun accord, ils ont dit que la présidence de la Banque centrale serait traitée à part. Donc les équilibres qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est hors Banque centrale, ce qui permet après de faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. L'Italie a 2 postes aujourd'hui. Oui. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour dire que Madame Mogherini, oui. Et la Banque centrale européenne. Elle va passer à 0. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, le mercato va quand même être très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas que le poste le plus important soit le président de la Banque centrale européenne. Et donc, je continue de penser. Non, je ne crois pas ça du tout. Et en particulier, ce que je viens de dire, le fait qu'on demande une autre Europe, plus verte, plus sociale, moins attachée à la rigueur de l'austérité, me fait penser que c'est le président de la Commission qui aura le rôle le plus important. Et pour répondre à votre question, Lionel, sur l'absence du débat sur l'Europe dans le monde, je crois qu'il faut vraiment un président ou une présidente de la Commission qui porte cette vision et non pas un commissaire ou un président enfermé dans les logiques technocratiques internes de l'Union européenne. Jean-Louis Branche. Oui, moi je ferai 2 remarques à ce que vient de dire Nicole. Un mercato à 4, très bien. Seulement tout le monde a en tête le 5e. Par exemple, si la France obtenait la présidence de la Commission avec, par exemple, il y a d'ailleurs que Michel Barnier comme candidat, qui est un excellent candidat, ça mettrait évidemment en position très délicate Macron pour s'opposer à un président de la Banque centrale allemande. Donc on a en arrière-plan, on a cette affaire qui est tout à fait présente et qui rend difficile le mercato, puisqu'on va officiellement discuter de 4 postes en ayant à l'esprit le 5e. Deuxièmement, je suis absolument pas d'accord. Je crois que c'est important, la présidence de la Commission, bien entendu. Et je pense que Michel Barnier, ou d'ailleurs la commissaire danoise, ferait très très bien, Margrethe Vestager, ferait très bien l'affaire. Mais je pense que ce que vous dites, Nicole, contredit ce que vous pensez, parce que vous nous dites que le problème c'est l'austérité, etc. Le président de la Banque centrale, c'est l'homme clé de savoir si on va avoir une attitude ordolibérale allemande de type classique, ou si on va faire appel à un keynésianisme modéré qui est voulu par la France, avec l'harmonisation budgétaire, etc., par la France, par l'Espagne, par le Portugal. Donc là, on a vraiment un enjeu
l'enjeu. L'épreuve, l'Europe s'est reconstruite sur la solidité autour de l'euro, mais l'euro reste quelque chose d'essentiellement précaire et lié à la capacité d'avoir une banque centrale qui fasse le boulot un peu dans le sens de ce qui a été fait depuis Trichet d'ailleurs avait commencé et Draghi. Nicole Nisotto. Vraiment un tout petit point, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Ce que vous dites, en tout cas, prouve qu'on ne peut pas avoir comme président de la Commission quelqu'un issu d'un pays, en l'occurrence le Danemark, qui n'est ni dans l'euro, ni dans les questions de sécurité. On est indépendant de son pays. Non, on est indépendant de son pays. Moi, ça me le Danemark pourrait donner un message au reste du monde et aux citoyens européens qui n'est pas compatible avec ce que les gens ont dit. Ça me paraît Cette femme est très respectée. Mais ce n'est rien contre cette femme. Mais elle est très respectée. Elle incarne un choix très européen. C'est elle qui a introduit qui a mis le premier pas dans l'harmonisation fiscale en croisant le fer avec l'Irlande. C'est exactement ce que les gens attendent et pensent. Ça serait un très bon candidat. Michel Barnier est évidemment mon candidat favori, mais mon second meilleur choix, c'est assurément Madame Vestager. Pas d'accord. Pas d'accord. Marc-Olivier Padis. Oui, dans deux remarques pour répondre aussi à ce que disait Lionel Lianzou. D'abord, ça me semble difficile de spéculer sur ces nominations parce que c'est quand même là issu de tractations auxquelles on n'a pas accès. Donc, c'est un exercice quand même assez difficile. Sur la BCE, je ferai juste remarquer que effectivement, il y a un enjeu sur le pilotage économique, mais la BCE, justement, a été remarquable ces dernières années par sa politique non conventionnelle du point de vue de la gestion de la monnaie. Mario Draghi a fait quelque chose qui était très limite par rapport au mandat officiel de la BCE. Et donc, la question, c'est si on peut avoir quelqu'un, effectivement, qui serait à l'allemande, très ordolibéral, très attaché à la lettre du texte, ou qui pourrait faire face à, comme l'a fait Mario Draghi, à une situation exceptionnelle. Alors, sur l'élargissement, je rejoins la remarque de Lionel Zinzou, tout en me souvenant que ce qui était intéressant pendant la campagne, c'est que quand on demandait à des candidats « Êtes-vous favorable à l'élargissement ?» certains, les plus européens, disaient oui, mais la question difficile qui suivait immédiatement après, c'était oui, mais alors quel est le prochain pays qui rentre ? Et là, on sentait que les candidats étaient beaucoup plus gênés parce que le pays, notamment, qui est le plus avancé ou vis-à-vis desquels on a fait le plus de promesses, c'est la Serbie. Et on sent bien que de dire la Serbie, ça implique notamment, on ne sait pas trop ce que ça donnerait sur l'axe pro-russe, notamment. Aujourd'hui, c'est assez sensible. Et on ne peut pas dire qu'on soit très content aujourd'hui de la situation de la Roumanie ou de la Hongrie. Et donc, il y a des recompositions, comme le disait Jean-Louis aussi tout à l'heure en Europe centrale. Il faut remarquer que la Slovaquie, qui a été très à l'avant-garde, mais c'était il y a 10 ans avec Mečiar, du discours anti-européen, et a complètement changé. Aujourd'hui, c'est une présidente libérale qui préside ce pays et qui est très pro-européenne. Et donc, ça montre que cette espèce de scepticisme européen d'Europe centrale n'est pas une fatalité. Lionel Zinzou. Non, je vous remercie pour la réponse. Je crois vraiment que la Banque centrale européenne a tenu debout, que l'euro était extrêmement menacé, et qu'en l'occurrence, Mario Draghi a fait une politique que certains en Allemagne ont considérée comme laxiste, d'abaissement brutal des taux, de crédit à long terme au système bancaire, de prise dans le bilan de la Banque centrale européenne de titres qui n'étaient pas véritablement tout à fait normalement éligibles à une banque centrale. Donc, des facilités qui ont considérablement, au fond, joué un rôle dans le redressement, la sortie de crise. Aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne sont au-dessus dans leurs indicateurs de la situation en 2007. Et ce rôle va être très considérable vu du côté des entreprises, vu du côté des intérêts économiques. Donc la réponse de Nicole est plutôt politique, le président de la Commission. Mais si vous êtes un chef d'entreprise, vous vous dites, on est quand même dans une situation de pré-crise. Il est tout à fait possible que nous ayons, avec des tensions commerciales terribles, notamment avec les États-Unis, entre États-Unis et l'Union européenne, pas seulement avec la Chine, on est peut-être à la veille d'une nouvelle crise financière. Et donc la Banque centrale va être encore plus importante, parce que ce n'est pas la Commission
qui peut faire de la politique anticyclique. Or, nous avons probablement un risque de cycle qui est assez imminent. Donc, vu des acteurs économiques qui comptent quand même dans l'Union européenne, c'est quand même la présidence la plus importante. Or, on a l'impression qu'elle va dépendre de toutes les autres présidences et que il faudra faire l'équilibre et qu'effectivement, si c'est le président de la Bundesbank, bon, il est francophone, c'est une bonne nouvelle, il est peut-être même presque francophile, enfin, il est considéré parmi les banquiers centraux comme un des plus rigides, un des moins accommodants en cas de crise. Et donc, c'est pas pareil d'avoir M. Weidemann ou un gouverneur français de la Banque centrale. Jean-Claude Trichet a été un rempart incroyable dès les prémices en 2007 de la crise. Et Mario Draghi a été franchement un artiste du contracyclique. Je sais pas si ça relève vraiment de l'art contemporain, mais enfin, il y a une performance assez extraordinaire. Et donc, voilà, je voulais savoir, au fond, est-ce que c'est très sain que ce soit la résultante de tous les compromis des 4 autres présidences? Jean-Louis Bourlanges. Oui, je vote Lionel. Oui, Nicole Liezotto. je veux juste faire remarquer qu'on ne peut pas sortir l'argument pour la présidence de la Commission en disant que ce président ne représente pas son pays et que donc mon argument anti-danois ne compte pas, et dire... quand il s'agit de la Banque Centrale Européenne, si c'est un Allemand, ça va être terrible parce qu'il représente son pays. Là, je crois qu'il y a une contradiction. Non, mais pas du tout. Madame Vestager, là, je crois que vraiment Madame Vestager pense de façon très européenne et très en marge de ce que pensent les dirigeants de son pays. Les dirigeants allemands qu'on nous propose, qu'on envisage pour diriger la Banque Centrale, sont l'expression, ils sont des gens très légitimes. D'ailleurs, il y a des gens comme Monsieur de la Rosière, par exemple, en France, qui est plutôt d'accord avec cette idée. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit quelque chose de négligeable, mais c'est un choix de rigueur sur le plan de la gestion de la monnaie qui peut être extrêmement avoir des effets extrêmement révolutionnaires. Ce que je disais simplement, c'est qu'en termes, comme Lionel d'ailleurs, qu'en termes de conséquences, le président de la Commission, c'est très important, mais il a un outil budgétaire assez dérisoire, il a des outils de propositions législatives sur un domaine assez restreint, ça sera très bien pour l'écologie, mais très restreint, mais que l'enjeu le plus dur, l'un des enjeux les plus durs, avec la sécurité d'ailleurs, mais là encore, là c'est les États qui décident, l'un des enjeux les plus durs, ce sera la gestion de la zone euro. On a quand même, très curieusement, on a réussi assez bien la convergence ces dernières années entre les pays de la zone euro et les pays de l'Europe de l'Est, et on a très mal réussi la convergence entre le Nord et le Sud. C'est donc un grand problème économique, et là, le titulaire de la Banque centrale, ça va être... faudra vraiment savoir ce qu'il veut faire. Lionel Zinsou. Un petit argument pour Madame Vestager, c'est que c'est en quand même... faveur de Madame Vestager. En faveur. C'est que c'est quand même l'héroïne de Borgen. Oui. Et que, tout d'un coup, nous aurions un personnage qui serait immédiatement populaire, que vous prenez le succès de la série dans tous les pays européens, et quand on la voit, on l'a vu plusieurs fois en France, elle est impressionnante. Oui, c'est une dure. Hein. Et on projette sur elle l'image d'une héroïne, au fond, de la télévision. Et donc, ça serait une bonne dimension populaire dans une fonction où Monsieur Juncker, peut-être, je ne sais pas, rétrospectivement, moins de qualité d'histrion, d'acteur et peut-être un personnage moins romanesque et spontanément légendaire. Oui, il nous faudrait une sorte de Tyrion Lannister avec sa sagesse pour présider la commission. À propos de série, puisque nos auditeurs ont compris que nous n'examinerons pas le détail des élections européennes en France, nous en avons un peu parlé, nous aurons l'occasion d'y revenir et je suppose que chacun pourra supporter d'attendre une semaine pour que nous démêlions les conflits à l'intérieur des différentes formations qui n'ont pas eu le succès qu'elles escomptaient. Mais à propos de séries télévisées, je voudrais signaler, je suis très étonné qu'on en parle si peu, une série absolument remarquable
qui est dans la qualité de sa documentation comparable à ce qu'était Sur écoute, en anglais The Wire, qui se passait à Baltimore et qui était absolument remarquable. Ça s'appelle Tchernobyl, et comme vous vous en doutez, ça ne se passe pas aux Galapagos. La reconstitution de l'univers soviétique de cette époque, du processus de décision de tout, jusqu'au rideau dans les hôtels et au papier journal, quand on a été de l'autre côté du rideau de fer avant sa chute, on est absolument stupéfait. Mais la précision avec laquelle ce qui s'est passé à Tchernobyl et comment les Russes et les Soviétiques ont affronté, ou pas d'ailleurs, ce qui se passait à Tchernobyl, est absolument remarquable. C'est une toute petite série, il y a 5 épisodes, il y en a déjà 3 qui ont été diffusés, c'est sur OCS. Et alors, tant que j'y suis, je récupère, parce qu'il nous reste peu d'émissions finalement d'ici la fin de l'année, donc je vais un peu bourrer cette séquence des brèves avec la permission générale. D'abord, je voudrais signaler un magazine qui m'est cher, qui est Books, qui est un magazine mensuel qui essaye de traiter, qui réussit à traiter l'actualité à partir de la critique des livres étrangères. Le numéro de Books est sur la couverture ce que ressentent les animaux, mais il a un dossier tout à fait remarquable sur la psychiatrie, la prison et les asiles, sujet sur lequel nous sommes extraordinairement silencieux, alors qu'il y a quand même 2 millions de Français qui sont pris en charge par la psychiatrie dans des conditions de plus en plus mauvaises. Je voudrais aussi signaler un livre tout à fait étrange de quelqu'un qui a été secrétaire d'État aux prisons en Grande-Bretagne et qui est député conservateur de l'Écosse et qui est maintenant candidat à la succession de Madame May, avec autant de chances que moi d'être président de la Banque européenne, mais peut-être même un peu moins, mais qui est un livre tout à fait remarquable où ce député européen et son père, donc il s'appelle Rory Stewart, son père est un vieil écossais qui a été dans les services secrets de Sa Majesté, et lui, et un peu après son père, marche le long du mur d'Adrien. C'est une réflexion. Il avait déjà fait cette marche en Afghanistan. C'est un grand marcheur. C'est un livre qui a eu un énorme succès dans les pays de langue anglaise, qui vient d'être traduit par Gallimard, et c'est un livre extrêmement curieux, fait de, je dirais pas de bric et de broc, mais de réflexion, d'association libre de réflexion au fil de la plume de quelqu'un qui n'est pas sans culture, loin s'en faut, il a fait des bonnes écoles, et dont le père a aussi un tout autre point de vue. J'ai dit la semaine dernière que je n'arrivais pas à me faire à l'idée que la Grande-Bretagne s'appauvrissait au point où elle s'appauvrit aujourd'hui, intellectuellement et politiquement, si tant est qu'elle, pour le reste, elle ne s'appauvrit pas. C'est un des moyens aussi, avec les 3 biographies dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est un des moyens d'un peu mieux comprendre la Grande-Bretagne. Suite des brèves avec Lionel Zinsou. Oui, moi je voudrais montrer combien les think tanks sont importants dans la réflexion, même au-delà de Terra Nova, et signaler que Fondapol a sorti un document qui s'appelle « Démocratie au pluriel sous tension », qui est très facilement accessible par Internet, et qui est une combinaison de travaux faits avec un institut d'études américain et un think tank brésilien, et qui étudie les opinions publiques et la démocratie dans 42 pays. Et c'est très intéressant de voir cette mondialisation en fait des idées démocratiques. C'est assez positif au sens où on voit que la démocratie représentative est plébiscitée en fait sur tous les continents. Donc ça, c'est un peu un antidote à cette idée que la démocratie est tellement en danger. On y voit aussi des tendances conservatrices universelles. Donc c'est probablement du côté des libertés, de la loi, de l'ordre, de la peine de mort, de la réglementation sur l'avortement. C'est peut-être un peu plus inquiétant en termes de conservatisme mondial. Et enfin, on y voit une idée de la mondialisation qui est au total, aussi bien dans les pays émergents que dans les pays développés, plutôt une idée positive de la mondialisation pour combattre un peu contre cette idée qu'il y a tellement de victimes de la mondialisation que ça explique
les mouvements de masse du style de ce que les Gilets jaunes en France ont remporté brillamment dans les élections européennes, c'est-à-dire toutes listes confondues, un peu moins de 1% des voix. Et donc, la mondialisation et ses victimes, au fond, c'est pas ce qui apparaît le plus quand on compare dans 42 pays l'état des opinions publiques. Je m'aperçois, j'avais en effet oublié de citer dans vos qualités, Lionel, tout à l'heure, celle de président de la Fondation Terra Nova. Nous avons donc ici 2 membres à des titres divers de la Fondation Terra Nova. D'où le mérite de faire la publicité de Fondapol. Exactement. Oui. Il y a longtemps que nos auditeurs ne s'intéressent pas aux étiquettes de gens qui parlent ici, mais à ceux qu'ils disent. Jean-Louis Bourlange, qui avait d'ailleurs déjà cité la semaine dernière ce document de Fondapol pour le recommander dans des termes tout aussi favorables. Oui, je voudrais signaler mon profond désarroi devant les 2 décisions qui viennent d'être prises par le Conseil constitutionnel sur la proposition de référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris et sur la loi Pacte. Alors, je vous épargnerai dans cette brève, je vous épargnerai le détail juridique, mais il me paraît absolument clair. Moi, j'avais participé au comité Balladur qui avait proposé la révision de l'article 11 sur l'extension du pouvoir référendaire, que ces 2 décisions vont complètement à l'encontre de l'article 11 de la Constitution. Parce que l'article 11, la révision qui avait été introduite, prévoyait très clairement qu'il ne fallait pas organiser la concurrence entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir référendaire, que si le Parlement s'était prononcé, eh bien, on ne pouvait pas faire d'un référendum une cour d'appel, car ça ruinerait totalement une cour d'appel de cette décision du Parlement, car ça ruinerait la démocratie libérale. Et deuxièmement, on a très clairement posé que le référendum ne pouvait pas porter sur une question constitutionnelle. Or, la question telle qu'elle est posée n'est pas est-ce que vous êtes favorable ou non à la privatisation de l'aéroport de Paris, ce qui serait tout à fait logique, mais est-ce que la privatisation est constitutionnelle? Ça relèverait du Conseil constitutionnel et non du pouvoir référendaire. Alors quand les juges constitutionnels s'éloignent de leur responsabilité, je dis évidemment quis custodem custodet, qui gardera les gardiens? Equovadis et vaste question. Moi, je vais vous ramener à la légèreté et au plaisir en vous recommandant, en cette année où on fête le bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach, d'aller voir les spectacles que vous propose dans toute la France la compagnie du Palazzetto Bruzane, qui est une fondation à Venise qui défend la musique romantique française. C'est une fondation financée par les Suisses. Non, c'est une fondation qui est financée par une dame, qui est la veuve du monsieur qui a inventé l'effervescence. Oui, c'est-à-dire quand vous prenez un Alka-Seltzer, vous lui apportez un peu d'argent à cette dame qui elle-même, ayant acheté à Venise le Palazzetto, après, et donc cette fondation, après la vie parisienne, l'Alka-Seltzer, c'est logique. Cette fondation donc promeut la musique romantique française, et donc cette année dans toute la France, il y a énormément de spectacles d'opérettes, d'opéra bouffe, et dont à Paris au mois de juin, donc il faut en profiter. Au Bouffe du Nord, plusieurs Offenbach, à l'Opéra Comique avec Madame Favart, et au Théâtre Marigny à partir du 7 juin, un spectacle dont j'avais déjà parlé avec un enthousiasme délirant, qui est Mamselle Nitouche, d'Hervé, qui est une opérette d'Hervé, et que je vous recommande chaudement parce que ça fait oublier tous les soucis. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander un livre de Francis Gainsbourger, Le Vercors oublié, qui porte sur la résistance des habitants de Saint-Martin aux éditions de l'Atelier. C'est un livre assez singulier parce qu'il est personnel au sens où il raconte finalement l'histoire du village qui a caché sa famille pendant la guerre, et en même temps c'est un livre collectif puisqu'il fait l'histoire de ce village qui n'a pas été présenté jusqu'à présent, même si l'histoire du Vercors a été beaucoup faite, mais pas l'histoire de ce village. Et donc le lien entre cette histoire personnelle et familiale et puis l'histoire collective est particulièrement bien organisé dans cet ouvrage. Je vous remercie. Je vous rappelle que cette émission est préparée avec Charlotte Montier, que c'est Nicolas Tourneau qui assure la vie et la vitalité du site, Benoît Carré, la retranscription de nos conversations en un compendium. Adrien Beccaria a enregistré au studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville nous produit pour Nouvelles Écoutes. N'oubliez pas que si vous vous rendez sur l'onglet « Soutenez-nous » de notre site, vous verrez tous les moyens de nous soutenir d'une part, mais de nous soutenir en étant vous-même soutenus, puisque les dons sont désormais défiscalisés à hauteur de 66% pour les personnes. Sur cette excellente parole et avec les vœux que vous sentez derrière,
et les espoirs que vous sentez derrière ces vœux. Je vous dis à la semaine prochaine.